Merci beaucoup. Alors, je suis très content d'être ici pour un ensemble de raisons. D'abord parce que effectivement, les rapports entre mythes et séries télévisées, et plus particulièrement entre mythes antiques et séries télévisées, m'intéressent depuis un certain temps et depuis le début de mon travail sur les séries télévisées. Et ensuite, parce que je suis content de voir que en vous appropriant, en allant à la rencontre de cet objet d'étude relativement nouveau dans le champ disciplinaire français, vous avez veillé à faire des séances méthodologiques. Ce qui est rarement le cas, parce que le champ d'étude sur les séries télévisées se caractérise généralement par une sorte de supériorité intellectualiste où les intellectuels, les universitaires, nous, avons l'habitude de dire que puisque c'est un objet de la culture populaire, on a toujours déjà les moyens et les méthodes de l'analyser. Alors ça donne un ensemble d'articles abondants et de plus en plus abondants depuis les années 1990, mais une réflexion sur la forme et les spécificités du médium sériel qui est quasiment inexistante. Si bien que cette séance-là d'aujourd'hui sur ce rapport spécifique entre la forme du mythe et la forme de la série télévisée est presque un apax dans la recherche sur les séries télévisées. Alors, en réfléchissant sur ce rapport entre mythe et série, je crois qu'on peut l'envisager au moins de 4 manières qui correspondent, pour aller du plus intuitif au moins intuitif, au parcours que j'ai suivi, moi, dans ma recherche sur les séries télévisées. Donc, je vais vous parler de moi et de mes œuvres, et ce sera donc follement intéressant. Ces 4 rapports possibles, c'est d'abord imaginer que la série et le mythe parlent de la même chose. C'est-à-dire, eh bien, il y a un mythe sur quelqu'un qui va dans un labyrinthe et qui combat un monstre, et puis il y a une série sur quelqu'un qui va dans un labyrinthe et qui combat un monstre, et le mythe et la série ont le même thème. Second type de rapport, la série prend pour thème le mythe en tant que mythe, le fonctionnement mythique, la constitution des mythes, la généalogie, etc. On est toujours dans l'ordre des rapports thématiques. Troisième rapport possible, la série fonctionne comme un mythe. Et le mythe est un modèle pour penser la structuration du sens. Et je dis dans ce diaporama sobre et à la fois pompeux, la structuration du sens, donc dans la série télévisée, c'est comme la structuration du sens dans le mythe. Et quatrième rapport possible, le mythe et la série télévisée sont tous les deux des modèles théoriques ou formels pour comprendre certains phénomènes médiatiques, certains objets culturels. Et donc le mythe ne serait pas un outil de compréhension pour la série télévisée, mais la série télévisée et le mythe seraient au même niveau et on pourrait les utiliser tous les deux pour comprendre différents types de phénomènes. Ces 4 étapes, en toute logique, me donnent un plan en 5 parties que je ne suis pas sûr de mener jusqu'au bout, mais nous allons aller et avancer d'un bon pas et nous verrons bien où nous arrivons. Première partie, je voudrais parler avec vous un peu de cet article que Clément a évoqué, qui était le mythe herculéen dans les 3 séries télévisées américaines, qui a été mon point de départ de réflexion sur l'apport de la mythocritique en tant que méthode pour l'analyse des séries télévisées. Alors, parler du mythe, du contenu thématique commun entre le mythe et la série télévisée, c'est pas du tout une nouveauté. Je ne l'ai pas inventé, et je n'ai pas inventé grand-chose d'ailleurs. C'était un réflexe assez spontané pour un ensemble d'universitaires qui se sont emparés de la série télévisée au début des années 2000, pour une bonne et simple raison, c'est qu'une grande partie de ces universitaires étaient de toute façon des spécialistes de littérature et donc avaient cette culture antique-là, notamment aux États-Unis. Donc dans une revue qu'on appelle Slayage, qui est la revue consacrée à l'étude de Buffy contre les vampires, Buffy the Vampire Slayer, il y a un certain nombre d'articles sur des choses comme le personnage d'Aîné dans Buffy contre les vampires, la légende de Beowulf dans Buffy contre les vampires. Mais l'ensemble de ces articles, et il y en a d'autres sur d'autres séries, revenait à étudier la manière dont la série s'empare d'un contenu mythique envisagé comme une histoire, fixée par un texte précis. C'est donc l'histoire d'Aîné telle que Virgile la raconte. Finalement, la série télévisée aurait très bien pu être un autre roman ou une autre épopée, et l'article être un article de littérature comparée, où on comparait série télévisée et littérature sans accorder une importance aux spécificités formelles. Ce que j'ai essayé de faire avec ma compréhension bancale et parcellaire de la mythocritique telle qu'elle est pratiquée au CRI, c'était de mettre en place une méthode d'analyse de la série télévisée
qui ne soit pas linéaire, par exemple, qui ne traite pas le mythe dont il est question comme l'une de ses versions, l'un de ses récits. Alors là, je vous renvoie, pour ceux qui l'ont écouté, à la conférence de Charles Delattre et à cette question que le mythe, ça n'est jamais que l'agrégation de l'ensemble des versions qui donnent un format narratif à une structure de mythèmes liés entre eux qui produisent du sens. Donc, comment faire émerger cette structure dans une série télévisée d'une façon assez simple. Donc, j'avais choisi ce corpus des 3 séries. Donc, il me semblait qu'il y avait quelque chose comme une histoire herculéenne là-dedans. La question était de savoir, évidemment, comment on identifie un mythe herculéen. Quels sont les critères? Le but étant de produire une méthode d'analyse qui ne soit pas simplement le réemploi d'un geste critique, interprétatif, classique en études littéraires. Alors, une fois ce corpus sériel sélectionné, j'ai donc essayé d'utiliser une version du mythe. Alors là, le critère de la version de Diodore de Sicile, pourquoi Diodore de Sicile, pourquoi la bibliothèque historique, pourquoi cette version-là du mythe herculéen? Il est très simple, j'ai pris la plus accessible pour que les lecteurs de l'article puissent facilement vérifier et produire une autre configuration mythique à partir du texte de Diodore de Sicile. On aurait pu en choisir une autre. La question n'est pas là. À partir du texte de Diodore de Sicile, j'ai essayé de faire émerger des critères d'identification qui permettent de me dire si on a telle et telle condition remplie dans une histoire, alors on a affaire à un mythe herculéen. Le texte de Diodore de Sicile étant donc le texte témoin. Ces critères d'identification, en fait, on peut les concevoir comme des mythèmes, c'est-à-dire un contenu thématique figé relié à d'autres contenus thématiques figés dans une structure de différenciation. Définition assez basique, assez courante du mythème. Et le but était ensuite de retrouver ces mythèmes dans le corpus sériel. C'est-à-dire, est-ce que là, on a bien, par exemple, dans X-Files, des héros qui sont séparés du reste de l'humanité, qui ont des compétences guerrières exceptionnelles, qui font un voyage, qui ont des compétences comme Hercule, donc guerrières, agricoles et techniques. Cette identification marche évidemment plus ou moins bien selon la série. Et au terme de cette recherche, on trouve par exemple que la série Supernatural est une série où les héros et où l'histoire remplit tous les critères du mythe herculéen. C'est-à-dire qu'on peut retrouver tous les mythèmes et parler de Supernatural comme une version du mythe herculéen. Le test de la fonctionnalité de cette identification des mythèmes à l'intérieur de la série télévisée, c'était de pouvoir transférer une interprétation qui est propre au mythe herculéen, la plus communément admise, et de voir si elle disait quelque chose de la série télévisée dans laquelle on avait identifié tous les mythèmes. Alors cette interprétation, c'était très classiquement de dire que Hercule voyage autour de la Méditerranée, il combat les monstres, il diffuse la technique et partant, il crée un espace hellénistique de la Grèce coloniale qui a une communauté religieuse, une communauté technique et une communauté agricole autour de ce lieu géographique qui est la mer Méditerranée. Est-ce qu'on avait quelque chose comme ça, création d'un espace commun, national ou en tout cas culturel dans Supernatural? Effectivement, quand on regarde, les 2 héros, Sam et Dean Winchester, voyagent dans tous les États-Unis, dans les communautés qui sont marginales, isolées, très très loin des grandes villes, combattent des monstres, apportent des connaissances précises, restaurent une forme de contrat social et donnent donc une vision unifiée des États-Unis. On a là un problème classique des séries télévisées américaines sur la tension entre le fédéralisme qui unit et qui est le fait des séries sur les agents du FBI, vous savez, qui vont dans une petite ville mener une enquête. Il y a toujours un shérif obtus qui refuse de les laisser mener leur enquête. Ou dans les séries fantastiques, comme dans The X-Files, il y a toujours une communauté avec des pratiques sataniques refermées sur elles-mêmes. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve indépendamment des genres. Donc dans la série policière, dans la série fantastique, dans la série politique, tension entre ce localisme-là et le fédéralisme qui unit les États-Unis dans une véritable union avec des mêmes coutumes, des mêmes lois, etc. Et en circulant dans l'espace américain, donc j'avais fait des cartes que je ne vous montre pas, où on identifiait les lieux des différents épisodes, les frères Winchester remplissent bien, en combattant les monstres, cette fonction d'unification de l'espace américain. Donc, autrement dit, la méthode mythocritique, qui était une méthode
assez différente de la méthode littéraire classique dans la mesure où finalement la linéarité du récit, la succession des épisodes avait assez peu d'importance. Ce qui comptait, c'était la liaison de différents mythèmes en une structure signifiante. Cette méthode-là, non seulement permettait d'identifier un mythe à l'intérieur de la série télévisée, mais permettait de produire une interprétation qui était à peu près le même type d'interprétation qu'on produisait sur le mythe source. Donc, il y avait bien un rapport entre un contenu mythique et un fonctionnement mythique. C'est-à-dire que même lorsque on est au simple niveau de partage d'un même thème entre le mythe et la série télévisée, il semblait, grâce à l'application de la méthode mythocritique, qu'on faisait émerger une spécificité formelle du mythe à l'intérieur même de la série télévisée. À partir de là, il y avait deux solutions. Soit étudier analytiquement, conceptuellement les rapports formels entre série télévisée et mythe. Dire une série télévisée, c'est fait comme ça, abstraitement. Un mythe, c'est fait comme ça, et donc on voit bien qu'il y a un rapport. Donc une méthode analytique. Soit à partir des documents et voir ce que la série télévisée disait elle-même sur le mythe et s'il y avait bien un rapport particulier entre série télévisée et mythe. Donc c'est un peu comme ça que je suis arrivé à cette deuxième étape, savoir ce que la série télévisée disait du mythe en tant que tel, c'est-à-dire en tant qu'ensemble de versions à la fois concurrentes, complémentaires et parfois contradictoires d'une même structure de mythème. Donc la thématisation du mythe par la série, je vais prendre deux exemples pour que ce soit un peu plus clair. Est-ce que tu penses qu'il est possible, Julie, d'éteindre les lumières pour qu'on puisse regarder la télé ? Alors, pendant ce temps, je vous parle des exemples. Le premier exemple est constitué de deux extraits issus d'une série télévisée relativement connue, donc The X-Files, connue en France ou aux frontières du réel, qui était l'une des grandes séries télévisées, si mon souvenir sont bons, de la trilogie du samedi, pour ceux d'entre nous qui s'en souviennent encore. Je ne vais pas forcément vous raconter en détail l'histoire de toutes les séries télévisées que je vous présente, notamment parce qu'elles sont relativement complexes la plupart du temps. Basiquement, dans The X-Files, les agents Mulder et Scully du FBI enquêtent sur des phénomènes paranormaux entre fantastique et science-fiction. Ça dépend des jours. L'une des caractéristiques phares d'un certain nombre d'épisodes d'X-Files dans les 5 premières saisons au moins, c'est qu'on a des épisodes où plusieurs personnages racontent leur version d'une même série d'événements. Évidemment, ce récit est représenté par des images à l'écran, c'est-à-dire qu'on va avoir 3-4 fois la même histoire racontée de différents points de vue, et à la fin de l'épisode, on ne sait pas où était la vérité. C'est-à-dire que l'épisode ne nous dit pas, voilà, on avait une caméra et on a filmé photographiquement la vérité. Alors, cette succession d'histoires et cette variabilité des histoires, elle est présente notamment dans un épisode de la saison 5, Bad Blood, où l'épisode commence de la façon suivante. Donc, on voit un adolescent s'enfuir dans une forêt en pleine nuit. Mulder poursuit l'adolescent, il le jette à terre, il lui plante un pieu dans le cœur. Scully arrive, elle gratte les dents de l'adolescent et découvre qu'il avait de fausses dents de vampire. Donc, Mulder a apparemment tué quelqu'un. Et évidemment, tout ce petit monde retourne à Washington et il faut faire un rapport pour le directeur adjoint Skinner et raconter ce qui s'est passé et pourquoi Mulder a tué cet adolescent. Alors là, je vous laisse un bout du générique pour deux raisons, parce qu'on va reparler des génériques et parce que vous allez voir que le rapport à la vérité est problématique. Et nous sommes là, donc ce que je vous ai raconté, c'est la séquence pré-générique, et là, nous arrivons au début de l'épisode.
Mulder. Don't even start with me. I know what I saw. Skinner wants our report in 1 hour. What are you going to tell him? What do you mean, what am I going to tell him? I'm going to tell him exactly what I saw. What are you going to tell him? I'll tell him exactly what I saw. Now, how is that different? Alors, donc vous voyez, pour ceux qui ne parleraient pas un anglais mulderien courant, il faut faire le rapport et Scully demande à Mulder ce qu'il va raconter. Dans son rapport, il dit « je vais raconter exactement ce que j'ai vu ». Il lui retourne la question, elle lui dit « je vais raconter exactement ce que j'ai vu moi aussi ». Il lui demande « mais en quoi est-ce que ça peut être différent ?» Vous voyez que la série d'entrée de jeu, enfin l'épisode en tout cas, thématise la variabilité des histoires à partir d'une même séquence d'événements. Séquence d'événements objective à laquelle le téléspectateur n'aura jamais accès parce qu'il n'aura dans la première partie de cet épisode que la version de Mulder et que la version de Scully. Et la spécificité des versions de Mulder et Scully, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une instance narrative qui ne raconte pas le récit en voix off parce qu'on est dans une série télévisée et que donc il n'y a pas de narrateur extrêmement présent, le fait qu'il y ait bien une instance narrative qui gère la séquence d'événements est représenté par le jeu d'acteurs différents de Mulder et Scully. Dans la version de l'histoire racontée par Scully, Mulder est un espèce de type insupportable, imbuvable, exubérant, qui essaye de voler le devant de la scène. Et dans la version de l'histoire racontée par Mulder, Scully est une espèce de greluche complètement amoureuse du shérif local. Et la différence fondamentale, c'est que le shérif dans la version de Scully est un bel homme, et dans la version de Mulder, il a des dents beaucoup trop longues, et du coup, il a un défaut de prononciation et c'est ridicule. Donc, il y a un ensemble de phénomènes visuels qui tiennent essentiellement au jeu d'acteurs qui font qu'on peut bien distinguer les deux versions et qu'on sait à tout moment qu'on n'a pas accès à la vérité et que donc la vérité n'est pas là à trouver, comme le dit le générique, dans le monde et il faudrait la découvrir. Donc ça, c'est la manière dont la série se présente elle-même. Et dans cet épisode, ce qui est remarquable, c'est que la série présente les mythes de la même manière, en disant un mythe, ce n'est pas un récit qui raconte, par exemple, la vie des vampires, et un vampire, c'est comme ça. C'est différentes versions de ces éléments. Et c'est le cours que Mulder donne dans sa version de l'histoire où il se donne le rôle sur la question des vampires. Alors nous sommes dans une morgue improvisée parce que le village est trop petit pour avoir sa propre morgue. Et Mulder parle des vampires. Now, that can't be what it looks like, right? It depends on what you think it looks like, Sheriff Hardwell. Vampires have always been with us in ancient myths and stories passed down from early man. From the Babylonian Ikimu to the Chinese Kuang Shi, the Motets Dam of the Hebrews, the Mormo of ancient Greece and Rome, right down to the more familiar Nosferatu of Transylvania. Mormo. Yeah. In short, Sheriff, no. This can't be what it looks like. I think what we're dealing with here is simply a case of some lunatic who has watched too many Bela Lugosi movies. He wishes that he could transfigure himself into a creature of the night. Yeah, okay. What she said, that's what I'm thinking, and, yeah. But still, that leaves us in something of a quandary because there are as many different kinds of vampires as there are cultures that fear them. Some don't even subsist on blood. The Bulgarian Ubor, for example, eats only manure. Thank you. To the Serbs, a prime indicator of vampirism was red hair. Some vampires are thought to be eternal. Others are thought to have a lifespan of only 40 days. Sunlight kills certain vampires, while others are thought to come and go as they please, day or night. If there's a point, Mulder, please feel free to come to it. My point is that we don't know exactly what we're looking for. What kind of vampire, or, if you prefer, what kind of vampire this killer wishes himself to be. Donc vous voyez
que dans cet épisode, la série se met au même niveau des mythes qu'elle utilise, c'est-à-dire qu'elle se présente elle-même comme une histoire variable qui change en fonction du point de vue de celui qui la raconte, et elle présente les mythes comme ces histoires qui varient en fonction des cultures, avec un discours très très long. Dans un épisode de 40 minutes, ce discours de Mulder et cette débauche d'érudition sur les différents types de vampires dans différents types de cultures, où finalement il ne reste rien apparemment pour le téléspectateur de ce qui fait le propre du vampire, à savoir le vampire est éternel, il vit la nuit et il boit du sang. La série se met donc au même niveau de variabilité que le mythe et invite donc à une lecture du mythe non en termes de récit linéaire, mais en termes de séquences d'événements ou de contenu mythique latent, si je puis dire, derrière le mythe. Alors ça, c'est un des exemples de thématisation du fonctionnement mythique dans les séries télévisées. Je vous en montre un autre tiré d'une série qui participe à un univers, l'univers de Doctor Who. Donc ça, c'est une série, cette série-là commence en 2005. Doctor Who est une franchise qui elle-même a commencé en 63. Je vous passe les détails. En fait, je ne vous raconte rien de l'histoire, sinon que le Docteur est un extraterrestre anthropomorphe millénaire qui voyage à travers le temps et l'espace et qui a pour particularité, enfin, parmi ses nombreuses particularités, le fait d'être relativement peu militarisé. Ce qui est à la fois une spécificité du Docteur dans l'univers de la science-fiction et une spécificité de Doctor Who dans la science-fiction télévisuelle qui, avec Star Trek, Stargate, est une science-fiction de type états-unienne très militarisée. Et donc le Docteur, dans cet épisode, va être décrit par l'un de ses ennemis, qui est un général, à une époque où l'Église est devenue une institution militaire, qui est donc un général-évêque qui mène une opération contre le Docteur. Alors là, vous aurez des sous-titres, ils ne sont pas de moi, d'où les fautes d'orthographe, mais en tout cas, vous aurez des sous-titres. Donc il y a un montage, j'ai monté plusieurs séquences du même épisode pour faire un tout. He is not the devil. He is not a god. He is not a goblin, or a phantom, or a trickster. The Doctor is a living, breathing man. And as I look around this room, I know one thing. We're sure as hell gonna fix that. Yeah! On this day, in this place, the Doctor will fall. The man who talks, the man who reasons, the man who lies will meet the perfect answer. And be afraid. And they can never, ever be surprised. Hello, everyone. Guess who? Please, point a gun at me if it helps you relax. We're only human. Go on. Resist. I am ever so hungry. Now, dear, which button controls the lights? Doctor, you will come with me right now. 3 minutes, 40 seconds. Amelia Pond! Get your coat! Alors, pour nous, si on devait essayer de trouver une figure mythique dans cette séquence, alors vous voyez que le général lui-même en énumère un certain nombre, dont certaines sont déjà des archétypes mythiques, comme le trickster. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'identification, on ne nous dit pas le Docteur, c'est pas Loki, c'est pas telle ou telle version du trickster, mais c'est une incarnation d'un trickster. Il énumère un certain nombre de figures mythiques et il dit mais non, nous on a une donnée objective, le Docteur c'est un extraterrestre, il est de telle race, il peut faire telle ou telle chose. Et l'intervention du Docteur à l'intérieur de cette séquence va ruiner le discours du général puisque le Docteur apparaît effectivement comme un personnage de type odysséen. Le Docteur c'est Ulysse, il voyage à travers le temps et l'espace, il raisonne, il parle, il ment et il ne combat pas. Donc le Docteur vient incarner dans la fiction ce personnage mythique dont on a dit qu'il ne l'était pas quelques minutes auparavant. Et on a la même variabilité. Alors,
Pourquoi le Docteur est un personnage particulièrement mythique? Parce qu'il se déplace donc, dans l'univers de Doctor Who, parce qu'il se déplace dans le temps, c'est-à-dire qu'il apparaît à différents moments de l'histoire grâce au voyage temporel, et donc les gens créent des récits, des légendes à partir de lui. Donc il y a bien cette espèce de structure qui est le Docteur, qui est une structure abstraite, un personnage faiblement psychologisé, qui intervient à différents endroits de l'histoire, et à partir duquel on produit différents récits, et le Docteur est le mythe, et l'interprétation du Docteur comme gobelin, comme trickster, comme Dieu ou comme diable, sont les différentes versions du mythe du Docteur. Alors, ces deux séries, Doctor Who et X-Files, montrent que la série télévisée ne fonctionne pas comme un récit linéaire et ne fonctionne jamais comme une légende. Si elles peuvent le faire, c'est parce que, évidemment, elles sont dans un univers qui permet de thématiser le mythe d'une façon particulièrement appropriée, des univers fantastiques ou des univers science-fictifs, ou des choses comme la magie ou le voyage temporel permettent de rendre crédible le fait que le Docteur soit l'incarnation d'un mythe ou le fait que la série télévisée ne produise pas une version de la vérité. Donc, si on tente de généraliser cette thématisation du mythe par la série télévisée, c'est-à-dire, est-ce que toutes les séries télévisées ont la même variabilité et la même propension à se comprendre, non comme des récits linéaires, mais comme des structures qui peuvent changer selon les différents épisodes qui les produisent? Est-ce que c'est le propre de la science-fiction ou du fantastique, ou est-ce qu'on peut le trouver dans des séries qui ne sont pas des séries du merveilleux, mais qui sont des séries extrêmement réalistes? Alors, il me semble que si on se penche sur les principes de la sérialisation, c'est ce qui fait qu'une série télévisée est une série télévisée et qu'elle est donc formellement distincte du film ou de la littérature romanesque. On voit que cette variabilité est présente dans les caractéristiques profondes de la série télévisée. Alors pour ça, c'est ça que c'est dommage que Jean-Pierre Escanesi ne soit pas là. J'avais fait un article récemment pour le numéro d'une revue qu'il va diriger, où j'ai essayé de trouver quelques concepts pour décrire formellement, narratologiquement ou paranarratologiquement la série télévisée. L'un de ces concepts, c'est ce que j'ai appelé le degré de mutabilité, où vous voyez qu'on retrouve un peu notre mythe. Le degré de mutabilité, c'est la tension narrative appliquée à la série télévisée, c'est-à-dire c'est la contradiction dans la série télévisée entre deux dimensions fondamentales, la dimension de la clôture narrative et la dimension de ce que j'appelais une organisation proleptique. Alors qu'est-ce que la clôture narrative? C'est le fait qu'en différents moments dans une série télévisée, on se dit là on approche de la fin. Alors, nous, on identifie ces moments, ces indices de clôture narrative de façon généralement typiquement aristotélicienne, c'est-à-dire quand l'histoire simple se change, on approche de la catastrophe et on arrive vers une conclusion. Typiquement, si le personnage principal ou un des personnages principaux meurt, on suppose qu'on approche vers la fin de la série. Ça, c'est la clôture narrative. Alors la clôture narrative, elle peut dépendre de ses éléments internes. Le grand méchant de la série est mort, bon, bah, la série est finie, elle ne va pas se relancer, ou la quête que les héros ont accomplie pendant 5 saisons arrive à résolution, voilà. Et des éléments externes qui tiennent au contexte éditorial de la série et qui fait que le téléspectateur sait, par exemple, parce qu'il a lu dans les journaux ou qu'il a regardé son programme télévisé, que la semaine prochaine, il n'y aura plus d'épisode de la série télévisée. Donc à chaque fois, ce dont je parle surtout de critères internes, mais il y a des critères externes qui tiennent à ce contexte éditorial et qui font que les choses sont beaucoup plus compliquées que ce que je présente ici. Donc ça, c'est la clôture narrative, qui fait que, par exemple, Buffy, à un moment, Buffy, c'est fini. Ce qui n'empêche pas, c'est triste à dire, ce qui n'empêche pas Buffy de finir à la saison 5 avec la mort de Buffy, et puis de recommencer pour la saison 6, je ne sais plus, pour recommencer pour encore une saison. Donc il y a des moments de clôture narrative qui sont délicats à gérer. L'organisation proleptique, en revanche, c'est le fait que la série annonce toujours un épisode à venir, qu'on peut toujours en rajouter. Alors ça, les séries ont un degré de mutabilité plus ou moins faible. Il y a les séries qui vont de toute évidence vers une clôture parce qu'elles constituent une histoire qui aura nécessairement une fin. Une histoire plutôt aristotélicienne, plutôt simple, avec des péripéties, une quête et puis une résolution. Alors l'exemple typique, c'est le cœur de la série Supernatural, où il y a une lutte entre le bien et le mal, il y a Lucifer
et il y a Michael, et puis bon, à un moment, ils s'affrontent, et puis quand c'est résolu et que les enfers sont fermés, les enfers sont fermés. Il se trouve que la série continue après ça pour des circonstances qui tiennent au contexte éditorial et pas à la structure interne, c'est-à-dire que le créateur avait voulu que la série s'arrêtât et elle ne s'est pas arrêtée, mais peu importe. Il y a des séries, en revanche, les séries faiblement feuilletonnantes, dont les épisodes ne se suivent pas les uns les autres, qui ont une organisation proleptique parfaite. Et les exemples types, ce sont par exemple New York, unité spéciale, donc Law and Order SVU, qui dure depuis 16 saisons. La série source Law and Order a duré 24 saisons, ou des choses comme EastEnders à la télévision britannique, c'est-à-dire des séries qui peuvent continuer indéfiniment. Le rapport entre la capacité d'une série à donner l'impression qu'elle va se clôturer et la capacité d'une série à donner l'impression qu'elle va se continuer indéfiniment, c'est ce que j'appelle le degré de mutabilité. Plus la série a un degré de mutabilité fort, plus elle est capable d'accueillir de nouveaux épisodes, même si ces épisodes sont extrêmement différents thématiquement et visuellement du reste de la série. Plus le degré de mutabilité est faible, plus la série s'approche rapidement d'une clôture. Donc ça, cette description extrêmement abstraite fait qu'on peut appliquer ça à n'importe quel type de série. Alors, je vous donne un exemple qui est tiré à dessein d'une série qui n'est pas de science-fiction ou de fantastique, d'une série qui n'est pas fictionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de série qui racontent des histoires ou qui racontent des fictions. Même si c'est celle qu'on connaît le plus, même si ça représente 90% ou 98% du matériel sériel, il y a des séries comme les séries de documentaires avec les mêmes principes de sérialisation. The Code sur la BBC en est un exemple. Et il y a des séries comme A Bit of Fry and Laurie qui sont des séries donc, de sketch comiques où il y a de la fiction et où il y a le fait que chaque nouvel épisode de la série doit bien s'intégrer à l'ensemble de la série. Alors, je vous montre cette séquence. Donc, A Bit of Fry and Laurie, donc vous aurez reconnu à votre gauche, c'est ça, Hugh Laurie, que vous connaissez normalement pour Dr House, et Stephen Fry, que vous connaissez puisque c'est l'un des plus célèbres comiques britanniques depuis très longtemps. Et là, ils parlent du sketch qu'ils vont faire à la suite. Now, in order to prove to you that the sketch we're going to end this evening with is totally improvised, we're going to ask you, the audience, to give us, some kind of first line on which we can build our improvised sketch. That's right, and to give you some idea of a suitable sort of thing for a first line, we're going to show you some first lines from the A Bit of Fry and Laurie First Line Archive. Has Deborah Munnings arrived yet? Yes, I'd like to apply to become a homosexual, please. I didn't know you had spots. I haven't, just great-looking hair. When somebody loves you, it's no good unless they love you. Well, perhaps I can press you to a cream slice, as I once said to an actress. Has Deborah Munnings arrived yet? Alors pourquoi je vous montre ça Parce que ces premières lignes, donc ces premières répliques, donc Hugh Laurie dit « Je vais vous montrer notre archive de premières répliques telles qu'on en a déjà faites dans A Bit of Fry and Laurie ». En fait, ces sketchs qu'il nous montre là n'ont jamais existé. C'est-à-dire que pendant toute la première saison, le téléspectateur n'a jamais vu ce sketch avec le policier avec des cornes qui chante une chanson d'amour. Et même si le spectateur est capable de deviner que la chanson d'amour, c'est que le policier est cocu et que du coup il a des cornes, etc., le sketch lui-même n'existe pas. Donc la série montre des épisodes possibles qu'elle pourrait intégrer à sa suite et le téléspectateur est capable, en regardant ces premières séquences, ces premières répliques, qui n'ont presque aucun sens, d'imaginer le sketch dans l'esprit de A Bit of Fry and Laurie qui pourrait venir prendre la suite. Et qui fait que, oui, ces textes possibles-là, ce qu'on appelle en littérature, en théorie littéraire, des textes possibles, ces sketchs possibles-là, c'est bien des variations potentielles de la série, qu'il y a bien une structure de la série A Bit of Fry and Laurie qui n'est jamais finie d'être actualisée par ce qu'est réellement la série A Bit of Fry and Laurie.
Alors, comment le spectateur, il me reste combien de temps, Julie? Fichtre. Comment le téléspectateur est capable d'identifier ces épisodes comme bien les épisodes de la série auxquels ils appartiennent? Grâce à un certain nombre de choses qui sont des éléments intégrateurs. Ce que j'ai appelé des éléments intégrateurs, mais vous appelez ça comme vous voulez. Ce sont des éléments présents dans chaque épisode ou dans chaque séquence qui l'intègrent de facto à la série. Alors ces éléments, généralement, sont au moins des éléments externes. Le fait que tel épisode soit diffusé sous le titre de la série et que ce soit la même série, fait qu'il est intégré à la succession de la série. Mais si des téléspectateurs estiment que la série s'éloigne, qu'elle perd ses éléments intégrateurs, ils vont dire « Ah non, la dernière saison de X-Files avec les super soldats qui se réduisent à une vertèbre, qui essayent de tuer Mulder et Scully qui ont eu un enfant, ça, c'est pas de X-Files. » Ce qui fait que la dernière saison de X-Files, pour certains téléspectateurs, n'a pas assez d'éléments intégrateurs dans ces épisodes pour que ces épisodes fassent série avec l'ensemble de The X-Files. Ces éléments intégrateurs donc, peuvent être de plusieurs ordres et ils peuvent unir des épisodes qui n'ont aucun contenu thématique commun. Alors le cas typique, c'est les séries qui fonctionnent à génération. Par exemple, vous connaissez sans doute la série britannique Skins, où le casting est renouvelé régulièrement. Donc il n'y a pas forcément de continuité narrative. Autre exemple, la série Au-delà du réel, qui est une série de type anthologique, donc les épisodes sont complètement indépendants les uns des autres. Il n'y a pas récurrence des personnages comme dans les séries policières épisodiques. Il n'y a pas forcément récurrence de l'univers, mais on est bien dans la même série parce qu'on a un ensemble d'éléments intégrateurs. Ces éléments intégrateurs font que la série est définie dans son identité, pas nécessairement par son histoire, parce qu'elle n'a pas nécessairement une histoire, mais par une structure d'éléments reliés entre eux qui font sens, de la même manière que le mythe n'est pas forcément défini par une version standard, c'est ce qu'expliquait Charles Delattre en comparant différents types de dictionnaires, mais par une structure signifiante de mythèmes dont les versions mythiques sont différentes expressions. Ce qui fait qu'une série comme Doctor Who peut reprendre après 10 ou 14 ans d'interruption avec une nouvelle série, qu'on a bien deux séries différentes et qu'elles font une super série. Alors, comment commenter ces structures-là, c'est-à-dire comment traiter la série comme un mythe et faire une mythocritique qui ne soit pas une mythocritique, la série, elle parle du mythe, ou elle parle des éléments dont parle le mythe, mais une mythocritique propre à la série, avec des théorisations formelles. Alors là, je vous en propose une, ce que j'ai appelé les structures homologiques multiscalaires et réactives. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors pourquoi multiscalaire? Parce que l'épisode peut s'intégrer dans une série à différentes suites. Soit l'épisode, il fait suite de l'épisode précédent, et il forme avec lui un diptyque, comme c'est par exemple extrêmement courant dans Doctor Who, ou un triptyque ou un quadriptyque, qui était le mode de construction des histoires dans la série originelle en 63 de Doctor Who. 4 épisodes, une histoire, et ensuite on passe à une autre histoire. Soit l'épisode s'inscrit dans une saison, soit il s'inscrit dans un arc narratif, donc une histoire qui s'étend sur plusieurs saisons, soit il s'inscrit dans la série elle-même, ou dans tous ses niveaux à la fois, soit il s'inscrit dans une franchise quand la série n'est qu'une part d'une franchise. Par exemple, Law & Order, la série, ça n'est qu'une part de la franchise Law & Order qui compte une dizaine de séries différentes. De la même manière que Stargate SG1, ça n'est qu'une part de la franchise Stargate, où il y a Stargate Universe, Stargate Atlantis, les jeux vidéo Stargate, les jeux de cartes Stargate, les sites internet Stargate, les romans Stargate, etc., etc. Franchise transmédiatique. Donc, les éléments intégrateurs fonctionnent à plusieurs niveaux. Je vais vous en donner un rapide exemple, parce que c'est toujours mieux de regarder la télé que de parler de la télé. Les génériques de séries télévisées ou les séquences pré-génériques sont généralement le moment où l'épisode dit à quel niveau il s'intègre. Alors les séquences pré-génériques, vous savez, c'est dans les épisodes précédents. Mais en fait, dans les épisodes précédents, il peut y avoir très bien un trou de 10 épisodes entre l'épisode qu'on va regarder et les épisodes précédents auxquels il se rapporte. Parce que l'acte narratif, il a fait un saut de 2 ou 3 épisodes et que le feuilleton ne reprend qu'à ce moment-là. C'est par exemple courant dans Buffy. Donc, soit il y a ça, soit il y a un générique qui change de saison en saison et qui dit quels sont les éléments importants. Le générique de la saison 2 de Wire est différent du générique de la saison 1 et reprend tous les contenus visuels qui vont intégrer l'épisode qui suit à un arc narratif précis. Non.
Alors, on revient en arrière, très bien. When you walk through the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon. Walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, He's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. He's got the fire and the fury at His command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. We just gotta keep the devil way down in the hole. Down in the hole. Down in the hole. You gotta help me keep the devil down in the hole. Et pour rendre la spécificité de ce générique plus sensible, je vous le compare au générique originel de Doctor Who, donc le générique de l'épisode 1 en 1963. Le générique de The Wire, lui, donne un contenu visuel qui permet de dire voilà dans quelle saison et dans quel type de continuité, à quelle échelle on se place. Des génériques comme celui de Doctor Who ou comme celui de The X-Files, qui ne changent pas ou alors qui ne proposent aucun contenu visuel, disent simplement vous êtes au niveau de la série. Alors, la série a d'autres moyens de vous dire à quel niveau vous vous situez dans l'épisode, parce qu'il y a pourquoi ? Parce que le téléspectateur est capable de reconnaître la ressemblance entre l'épisode et autre chose. Tous les épisodes qui précèdent, donc un arc narratif, ou d'autres types d'épisodes de la même sorte. Typiquement, les épisodes comiques dans The X-Files ou Supernatural sont reliés les uns aux autres, indépendamment des arcs narratifs, de la suite des épisodes, etc. Parce qu'ils sont comiques, et parce que les acteurs y jouent un jeu d'acteurs différent de celui qu'ils jouent dans les épisodes plus sérieux qui constituent la suite de la série. C'est comme ça que des structures entre épisodes se mettent en place à partir de ces éléments qui font les homologies. C'est-à-dire, tel épisode ressemble à tel épisode, qui ressemble à tel épisode, et là, on a un circuit dans lequel le téléspectateur qui est familier de la série, et qui ne la consomme pas forcément dans l'ordre, est capable d'avancer. Ce qui fait que tout le contenu thématique d'un épisode A relié à un épisode B par une similarité C est transféré dans l'épisode B. Autrement dit, si vous avez, alors là c'est un exemple que j'ai déjà étudié dans un article qui s'appelle « Poison, médecine et nouvelles technologies dans Doctor Who », si vous avez dans Doctor Who, sur un épisode sur les nanotechnologies, un traitement des nanotechnologies qui visuellement rappelle un traitement de la magie, vous comprenez que les nanotechnologies sont comme de la magie, qui elle-même est comme un poison, et qu'il n'y a donc rien de rationnel là-dedans, et que c'est parfaitement ésotérique, qu'il faut se méfier des nanotechnologies. Alors même que l'épisode sur les nanotechnologies, en histoire indépendante, ne vous dit rien de tout cela. Ne vous dit pas les nanotechnologies c'est de la magie ou les nanotechnologies c'est du poison. C'est la structure homologique créée par les parallèles et le fait que les épisodes appartiennent à des séquences, à des séries, à une série ou à une saison, et que cette appartenance est manifestée visuellement par la série télévisée, qui fait qu'il y a une contamination du sens entre les différents éléments de cette structure. De la même manière qu'on peut avoir une version du mythe où tel ou tel mythème n'est pas exemplifié par la version, et où partant son appartenance à la structure mythique va se communiquer, et le lecteur va être capable de restituer ce qu'il manque à partir de la structure et ce qui n'est pas actualisé. Sur ce point-là, je crois que j'ai épuisé mon temps de parole, donc tant pis pour la théorisation et je vous remercie de votre attention.